Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du lundi 13 mai, le deuxième live de la journée, parce qu'on a fait un petit live ce matin un peu court. Bah écoutez, j'espère que vous avez passé une bonne journée et que vous êtes prêtes et prêts à attaquer ensemble ce petit manga, le Bouddha Café. Donc on a déjà commencé il y a un mois à peu près, on fait une session pour l'instant on a fait une session toutes les 2 semaines. Après je vais peut-être passer à terme à une session par mois parce que j'ai pas non plus une quantité incroyable de matériel. Alors j'ai choisi ce manga pour saluer Alice qui est là. Pour ceux donc qui n'ont pas suivi les sessions d'avant, c'est pas un problème d'ailleurs, il n'y a pas forcément besoin d'avoir suivi les sessions d'avant. J'ai choisi ce manga parce qu'en fait, il a l'avantage de présenter le bouddhisme japonais, hein, bien sûr, le bouddhisme japonais contemporain, sous l'angle vraiment d'une néophyte en fait. On le voit sous l'angle d'une jeune demoiselle qui est donc au premier plan ici, qui s'appelle Luli. Cette jeune demoiselle-là, qui est un peu une Miss Catastrophe, elle s'est fait virer de tous ces boulots-là parce qu'elle est beaucoup trop maladroite. Et en cherchant un boulot, elle répond à une petite annonce pour travailler comme serveuse dans un Bouddha Café. Alors, ça peut paraître un petit peu bizarre, un Bouddha Café, mais en fait, c'est un café qui est tout simplement tenu par 3 moines. Et on a sur du coup cette photo-là, enfin sur la pochette, on voit les 3 moines en question. On a ici en vert un moine Jodo Shinshu, donc la même école que moi. On a un moine Zen et on a un moine Shingon. Donc c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que ces moines qui tiennent le café, en fait, sont d'écoles différentes. Et donc le manga va pouvoir nous raconter aussi les différences de pratique entre ces différentes écoles. Et ça, on l'avait déjà vu pas mal de fois la semaine dernière, où on parlait justement un peu des caractéristiques de chacun de ces 3 moines. Et donc, pour rappel, hein, pour ceux qui seraient un peu surpris de pourquoi est-ce que des moines tiennent un café, eh bien, c'est simplement parce que au Japon, mine de rien, le bouddhisme est beaucoup associé au concept de mort, au concept d'enterrement, ce qui fait que la plupart des Japonais, en fait, ne connaissent pas grand-chose au bouddhisme. Ils savent globalement que quand quelqu'un meurt, il y a une cérémonie bouddhiste qui est là, et voilà, qui arrive et qui se fait, et il y a de temps en temps des cérémonies bouddhistes pour célébrer la mémoire du défunt à des dates fixées, tous les X années. Mais c'est à peu près tout. Ils vont pas forcément en savoir beaucoup plus. Et donc, pour ramener le bouddhisme plus près des gens, eh bien, il y a des moines, hein, c'est pas que dans de la fiction, il y a vraiment des moines qui ont décidé de créer justement des cafés tenus par des moines afin de pouvoir partager le bouddhisme dans un cadre plus convivial, le sortir des temples, le sortir voilà, de cette idée que le bouddhisme, c'est que une pratique pour les personnes qui viennent de décéder. Donc voilà, rendre le bouddhisme un peu plus accessible. C'est vraiment la logique qu'il y a derrière tout ça. Donc ce que je vous propose, eh bien, c'est de regarder ensemble la suite de ce manga. Je vais vous partager mon écran. Hop. Alors, voilà. Alors pourquoi est-ce qu'il... Ah voilà, super. Donc on avait déjà vu quelques panneaux, je vais vous remettre là où on en était. Voilà, petit rappel, hein, du coup, ce que je disais, hein, les trois personnages principaux qu'on a. Donc il y a Luli en bas, qui est la petite nouvelle du café, qui n'y connaît rien en bouddhisme, hein, qui représente le néophyte. On a ici à droite Amida Sairen, donc qui est un moine Jodo Shinshu, qui est du coup lui le cuistot et le barista du café. On a Fudo Shunkai qui lui est globalement la personne qui est en charge de tout ce qui est comptabilité, voilà. Et on a Shakado Ryuko qui est lui un moine zen qui est responsable globalement du café. C'est le manager en fait, c'est lui le boss. Et donc on a ces 3 moines qui sont de 3 écoles très différentes. Donc je vais vous montrer, on s'en était arrêté la dernière fois, on avait déjà un petit peu avancé. Voilà, le titre de ce panneau, c'est provocateur et sans souci. Donc je vais faire comme la dernière fois, je vais vous lire à chaque fois un panneau, et ensuite je vais, une page du manga, donc, et je vais ensuite vous la commenter. J'ai noté quelques petits éléments intéressants à discuter. Donc là, on va vous parler dans cette page-là de ce qu'on appelle en anglais, on appelle ça Dharma Talk, on va dire les prêches bouddhistes, si vous voulez, d'une certaine façon, qui est quand même un classique dans les temples, hein, où les gens viennent en général assister à une cérémonie, et suite à la cérémonie-là, il y a un moine, alors ça peut être la personne qui est responsable du temple, mais ça peut être aussi des fois une personne qui est invitée d'un autre temple, qui va prêcher en fait, hein, qui va parler du bouddhisme pendant un temps donné. Et donc là, c'est un peu l'idée, parce que malgré le fait que ce soit un café, quand même, c'est un café bouddhiste. Donc, ils nous disent ici, chaque vendredi, les bonzes du café Kisako font un sermon sur les enseignements bouddhistes. Leurs sermons sont très détaillés. Et donc, le moine zen, hein, qui nous dit, notre thème d'aujourd'hui est comment se libérer de la souffrance. Et donc, comment est-ce que vont répondre ces employés, qui sont des moines, hein?
Le moine Jodo Shinshu qui répond: je mange un bon repas et j'oublie tous mes soucis. Le moine Shingon, qui est du coup le comptable, il dit: pour me relaxer, j'empile mes pièces de monnaie. Et donc, le moine Zen, il est outré par la réponse. Mais vous êtes vraiment des bons ou quoi? Et donc, le Jodo Shinshu qui répond: mais je n'arrive pas à parler de sujets difficiles. Normalement, les jeunes débutants comme moi ne donnent pas de sermons aussi profonds. Je n'ai pas la force de persuasion. Puis elle dit: mais si, tu l'as, elle l'encourage. Alors pourquoi est-ce que c'est un petit peu difficile? Qu'est-ce qui se cache derrière cette page du manga? Eh bien, en fait, le thème du Dharma Talk, le thème vraiment de cette prêche bouddhiste, est comment se libérer de la souffrance. En fait, comment se libérer de la souffrance, c'est, on va dire, le thème numéro un, la base du bouddhisme. Le bouddhisme part vraiment de cette vérité, de cette compréhension qu'a eu le Bouddha, du fait que, en fait, notre monde contient de la souffrance. Et on a beau faire ce qu'on veut, on ne peut pas échapper à la souffrance. En tout cas, d'apparence. Tout ce que l'on voit, tout ce que l'on fait contient de la souffrance. Ça peut être une souffrance physique, une souffrance mentale, etc. Et donc, tout le chemin du bouddhisme va être dans le but de nous libérer complètement de la souffrance. C'est ce que le Bouddha va enseigner. Et donc, comment est-ce qu'on va faire ça? Alors, ce n'est pas en mangeant un bon repas et en oubliant tous ses soucis. Ça, c'est une fuite vers l'avant, ça ne marche pas. Ce n'est pas en se comportant comme un énorme capitaliste, en empilant ses pièces de monnaie, ça ne marche pas non plus. Ce qu'on va vous proposer dans le bouddhisme, c'est le chemin octuple. Ce qui est intéressant, c'est de voir que justement notre moine Jodo Shinshu, Ren San ici, il nous dit normalement les jeunes débutants comme moi ne donnent pas des sermons aussi profonds, je n'ai pas la force de persuasion. En fait, il y a vraiment eu dans le bouddhisme un cas comme ça, c'est que le Bouddha Shakyamuni, le Bouddha historique, quand il a réalisé l'éveil, il s'est rendu compte qu'en fait l'éveil qu'il avait atteint, la réalité, la vérité qu'il avait comprise, était si compliquée par rapport et si différente de ce que le commun des mortels imagine, qu'il s'est dit: je ne vais jamais réussir à transcrire ça aux gens et je vais jamais réussir à leur partager ça, ils vont pas me comprendre. Et donc il a vraiment hésité à enseigner, il a hésité à rester dans cet état libéré de la souffrance que lui-même avait atteint, et en fait il a fallu que les dieux viennent le pousser aux fesses en lui disant: non, 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 tu vas aller enseigner aux gens, il y aura bien des gens qui seront capables de t'écouter. Donc c'est sûr que Ren-san, lui, il se dit: voilà, et moi je suis un jeune débutant, je suis pas capable d'expliquer ça. Donc qu'est-ce qu'on va essayer de vous expliquer avec ça? Déjà, un élément important du bouddhisme, c'est le concept des 4 nobles vérités. Ça, c'est la base du tout premier sermon du Bouddha. Ces 4 vérités, ce sont, la numéro 1, la vérité de la souffrance. C'est-à-dire qu'effectivement, même les éléments qui nous paraissent positifs et joyeux contiennent en eux le germe de la souffrance, notamment de par le fait que, eh bien, quand par exemple on a quelque chose qui nous plaît beaucoup, genre là, je suis trop heureux, j'ai récupéré mon manga, ça fait trop plaisir et tout, eh bien, il est possible qu'un jour je sois séparé de ce manga, que ce manga brûle, que je m'en lasse, etc., que je sois déçu, etc., etc. Donc même les choses qui d'apparence normales nous paraissent positives, contiennent en elles-mêmes le germe de la souffrance, le germe de la souffrance. Et donc la vérité numéro 1 du bouddhisme, qui est une vérité qui fait un petit peu peur de base, c'est la vérité de la souffrance. La deuxième vérité, ça va être d'essayer de comprendre qu'il y a une origine à cette souffrance. Quelle est l'origine de cette souffrance? Le Bouddha, et c'est là où ça va devenir compliqué, le Bouddha en fait va vous dire que l'origine de la souffrance, principalement la souffrance psychologique, ça va être notre attachement. Ça va être notre attachement à plusieurs éléments. Ça va être notre attachement à la permanence des choses, c'est-à-dire le fait de croire que ce manga que j'ai là dans mes mains, eh bien, le fait de croire que ce manga-là est éternel, qui va rester tous les jours avec moi, que jamais je pourrai m'en séparer, que jamais il pourra brûler, disparaître, dans un dégât des eaux ou ce que vous voulez. Donc la croyance en la permanence des choses, et la croyance aussi que les choses sont indépendantes des causes et des conditions. Et ça, on ne va pas l'appliquer qu'aux objets, et c'est là où ça va devenir compliqué dans le bouddhisme, et c'est ça qui va faire vraiment la différence avec les autres religions de l'Inde et du Népal de l'époque, c'est le fait que le Bouddha va vous dire ça, ce qu'on applique là, le fait qu'il n'a rien de permanent et qu'il n'y a rien qui soit indépendant des causes et des conditions, on va l'appliquer également aux êtres humains. C'est-à-dire que le Bouddha va vous dire, en tant qu'être humain, on est tous persuadés qu'au fond de nous, il y a quelque chose, un soi, une âme, appelez-le comme vous voulez, un cœur, qui soit permanent, inchangeable, indépendant des causes et des conditions. Donc quelque chose qui représenterait notre essence la plus pure et la plus propre, qui serait d'une certaine façon inchangeable, qui serait toujours là et qui transiterait d'un corps à un autre. Et le Bouddha va vous dire, ceci est une illusion. En réalité, si vous observez la façon dont votre corps fonctionne, la façon dont votre esprit fonctionne, en fait, vous êtes en permanent changement. Ce qui donne l'illusion d'être un soi, c'est en fait un agrégat de choses qui ne font que changer en permanence.
Et donc ça, c'est vraiment ça qui va faire le cœur du bouddhisme et qui va vraiment le séparer des autres religions et qui va être si difficile à intégrer. Et c'est pour ça que notre petit Rensan ici, il dit, enfin moi, à expliquer tout ça, les gens, ils vont rien piger à ce que je raconte et tout, c'est compliqué. C'est vraiment la vérité compliquée du bouddhisme, cette idée de dire qu'en fait, il n'y a rien en nous qui soit permanent, qui soit inchangeable, qui soit indépendant des causes et des conditions. Il n'y a donc en réalité pas de réel soi dans ce sens-là. Le bouddhisme va vraiment considérer le fait d'être quelque chose dans le sens être permanent. Voilà. Et donc, en fait, notre souffrance vient beaucoup de ça, dans le sens où on va être persuadé qu'on ne va jamais mourir, on va être persuadé que tout nous est dû d'une certaine façon, que tout ce qui est autour de nous est permanent, que nous-mêmes, on est permanent, etc., etc. Donc ça, c'est la deuxième vérité, c'est cette idée de l'origine de la souffrance qui vient de notre attachement aux choses. La troisième noble vérité, et c'est là où ça commence à devenir un peu sympa, c'est qu'il y a une possibilité de se libérer de la souffrance. Et la quatrième noble vérité, c'est le chemin qui mène à la libération de la souffrance. Et ce fameux chemin, c'est ça en fait que les deux moines auraient dû commencer à expliquer en temps normal. Eh bien, ce chemin s'appelle le sentier octuple. Là, je vous ai mis un petit poulpe pour l'illustrer. C'est ce qu'on appelle donc le sentier octuple. Ce sentier octuple, il est composé, comme son nom l'indique, de 8 branches. Ce n'est pas des branches qu'on va pratiquer les unes après les autres d'un point de vue séquentiel, c'est des branches qu'on peut pratiquer en même temps. Ces 8 branches, ce sont la compréhension juste, la pensée juste, la parole juste, l'action juste, les moyens d'existence juste, l'effort juste, l'attention juste, la concentration juste. Donc qu'est-ce qu'on entend par tous ces éléments-là? Quand on va parler de juste, par exemple, en fait, ce qu'on va parler, c'est la compréhension juste, ça va être justement avoir cette vision du monde tel qu'il est réellement, c'est-à-dire composé entièrement d'éléments qui sont tous impermanents, qui changent en permanence et qui sont sujets à des causes et des conditions. Une cause entraîne un effet, qui lui-même va entraîner un effet, etc., en boucle, comme ça. Ça va être la compréhension juste. La pensée juste, ça va être justement, une fois qu'on a compris ça, de cultiver des pensées qui vont aller dans ce sens-là, mais qui vont aussi essayer de limiter la souffrance. L'idée, c'est de comprendre qu'il y a la souffrance, donc on va essayer par nos pensées d'éviter de penser des choses qui seraient génératrices de souffrance, éviter de cultiver en nous des pensées de colère, des pensées de haine, des pensées d'avidité, etc., etc. Cette pensée juste, elle va se retranscrire, bien entendu, dans notre parole juste. Ici, je mets la parole juste. La parole juste, c'est pareil, essayer de minimiser par notre parole la souffrance que l'on va pouvoir causer et à soi-même et aux autres. Éviter d'avoir des paroles mensongères, éviter de dire du mal des autres, éviter de blesser les gens par nos paroles, les insulter, etc., etc. Cultiver une parole qui apporte du bienfait. L'action juste, c'est globalement la même chose avec les actions. Éviter d'agir de façon brutale, éviter de tuer des animaux pour écraser des insectes pour le plaisir quand on peut éviter, etc., etc. Donc cultiver des actions qui soient justes. Un autre qui est assez intéressant, auquel on ne penserait pas systématiquement, c'est cette idée de moyens d'existence juste. Les moyens d'existence juste, c'est essayer de choisir des professions qui vont limiter la souffrance, donc éviter particulièrement de choisir des professions qui vont être génératrices de souffrance. Éviter par exemple, si on peut, de travailler dans le domaine de l'armement, dans le domaine de la drogue, dans le domaine des cigarettes, etc. etc. Donc essayer d'éviter les métiers qui vont générer de la souffrance. Se trouve ensuite l'effort juste. L'effort juste, là, ça va être faire un effort qui soit idéalement ni trop poussé, ni pas assez. Il faut trouver un espèce de juste milieu. Ça, c'est illustré par la vie du Bouddha lui-même. Le Bouddha Shakyamuni, en fait, le Bouddha historique, une fois qu'il... Donc, on va revoir justement, si on a le temps aujourd'hui, on ira jusqu'à un panneau, jusqu'à une slide du manga où ils expliquent la vie du Bouddha Shakyamuni. Mais un des éléments importants, c'est qu'en fait, il a vécu dans l'opulence en tant que prince. Il s'est rendu compte de la réalité de la souffrance. Et il est devenu un ascète, où là, il a pratiqué vraiment des mortifications extrêmes, des jeûnes extrêmement poussés, jusqu'à presque arriver à en mourir. Et c'est quand il commençait à être à la limite qu'il a fini par se rendre compte que tout ça était inutile. Donc cet effort juste, c'est justement un juste milieu, ce qu'il va appeler la voie du milieu, entre vraiment un hédonisme pur et un ascétisme pur. Donc voilà, essayer un peu de cultiver cet entre-deux qui soit sain en fait. Ensuite, on va retrouver l'attention juste et la concentration juste, qui eux sont justement plus liés à tout ce qui va être la méditation, la pratique de la méditation, la pratique de l'attention au corps et de la concentration. Donc, il va proposer de cultiver ce sentier octuple qui, pour certains des éléments, en fait, paraissent relativement logiques. Il y a des éléments qui sont un petit peu compliqués, il y a des éléments qui sont très logiques. Le fait d'essayer d'éviter de générer de la souffrance par ses pensées, par ses paroles,
par ses actions, etc., ça paraît être plutôt bénéfique. À nouveau, ici, il n'est jamais question de péché. On ne va pas, comme au sens chrétien du terme, vous parler de péché, de choses comme ça. C'est juste que on va vous dire, bah, si vous voulez éviter et limiter la souffrance pour vous-même et pour les autres, évitez de créer des causes de souffrance. Voilà, simple, efficace, c'est pas très très compliqué, quoi. Donc, ils auraient pu parler de tout ça. Alors ça, ce que je vous donne ici, hein, c'est vraiment les enseignements qui sont dans le bouddhisme, on va dire, le plus historique, le plus ancien, et qu'on va retrouver, c'est ce qu'on appelle le bouddhisme Theravada, ce que nous, on étudie dans ces lives le vendredi en général. C'est pas forcément la réponse que donneraient systématiquement tous les bouddhismes, tous les bouddhistes. Par exemple, il y a des formes de bouddhisme telles que telle que moi je pratique, hein, le Jodo Shinshu, avec Ren-san ici. C'est pas forcément ça que nous on va mettre le plus en avant. Mais au final, ce que nous on va mettre en avant, ça va être le fait, par exemple dans notre pratique, hein, ça va être de s'en remettre au Bouddha Amida, qui représente la compassion et la sagesse absolue, et le fait de réciter son nom en hommage à lui-même. Mais du coup, ça contient d'une certaine façon tous ces différents éléments, dans le sens où, en fait, on va essayer de s'approprier, ou en tout cas, on va se faire, comme je dis souvent, un peu comme un sachet de thé qui infuse dans l'eau, en fait, on va se faire infuser par ce que représente ce Bouddha, qui représente la compassion et la sagesse. Et ça, en fait, ça va nous permettre, nous, de cultiver aussi ce sentier octuple sans forcément chercher à le faire spontanément. Mais voilà, je trouve que le sentier octuple, c'est un bon exemple de ce qu'on peut mettre en pratique d'une façon simple et efficace. Et moi, c'est vraiment ça, la première fois que j'ai commencé à étudier le bouddhisme, que j'ai eu un déclic vraiment, c'est en lisant ça, en lisant ce sentier octuple, en me disant, mais en fait, si déjà on appliquait les 2, 3, 4, 5 et 6, surtout déjà les 2, 3, 4, 5, hein, enfin avec le 1 en même temps c'est pas mal aussi, mais si tout le monde essayait d'appliquer une pensée qui soit plus juste, plus compatissante, plus douce, une parole plus juste, plus compatissante, plus douce, pareil pour les actions, pareil pour les moyens d'existence, en fait le monde serait déjà vachement moins pourri. Et en fait, moi, c'est quand j'ai lu ça que je me suis dit, ok, j'ai envie de creuser un peu plus ce concept, j'ai envie d'aller un petit peu plus loin dans l'étude du bouddhisme, parce que ça me paraît être vraiment un conseil qui paraît tout simple, mais qui en fait pourrait faire déjà une grosse différence. Donc voilà, j'ai fait un gros dialogue, un gros monologue plutôt, pour expliquer tout ça. La parole juste, c'est difficile. Alors, c'est beaucoup plus difficile, tous ces éléments sont beaucoup plus difficiles à faire qu'ils en ont l'air réellement. Exactement, exactement. Gilly qui dit, du coup, comment ça se passe avec les masochistes et les sadiques qui ont atteint l'éveil vu qu'ils ils vivent avec la souffrance et qu'ils l'apprécient? Bah, c'est une bonne question, et c'est un point où... c'est un point aussi une question qui peut se poser par rapport à certaines formes d'ascétisme, en fait. À quel point l'ascétisme trop dur finit pas par virer à une forme de masochisme, en fait, quoi. Et donc le Bouddha va vraiment vous dire, bah, évitez les excès, en fait, hein. Commencez pas à vous faire du mal pour rien, ça sert à rien. Évitez juste de vraiment vous la couler douce aussi, parce que bah, si vous la coulez trop douce, derrière, vous faites plus rien non plus. Donc il faut être voilà, essayer d'être juste entre les deux, quoi. Mais c'est pas forcément facile, bien entendu. Alors n'hésitez pas, bien sûr, si vous avez des questions à ce sujet-là, hein, je suis là pour ça, faut bien sûr ne pas hésiter. Je bois un petit coup avant d'attaquer la page suivante. Alors là, cette page, c'est celle que j'avais envie de faire depuis le début. C'est la page du pourquoi on n'est pas chauve. Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de gens, quand je dis que moi que je suis bonze dans une tradition japonaise, il y a beaucoup de gens qui ont la réaction de dire mais pourtant t'as des cheveux et en plus t'es marié, c'est un peu chelou et tout, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, bah, du coup, j'ai souvent envie de leur montrer cette page du manga parce qu'elle répond vraiment à cette question. Elle va répondre déjà à la question du pourquoi est-ce qu'on se rase le crâne, enfin, pourquoi pourquoi les moines historiquement se rasent le crâne, et pourquoi est-ce que nous, en tant que moines, Jodo Shinshu notamment, et là on verra aussi les membres du café qui sont d'autres écoles, pourquoi est-ce qu'ils ne se rasent pas le crâne? Donc je vous propose de regarder ça et puis discuter un petit peu tout ça. Et je vois Inoshishi qui a mis mon émote crâne chauve, de l'époque où je me suis rasé le crâne aussi. Alors je vais vous montrer ça. Les bonzes du Bouddha Café répondent à toutes mes questions. Parce que voilà, du coup on dit à Luli c'est vraiment la néophyte, elle n'y connaît rien. Et donc elle pose la question, pourquoi est-ce que les bonzes se rasent le crâne? Donc le moine zen, hein, Ko-san, va lui répondre. C'est pour éviter d'être obsédé par leur apparence. En plus, s'occuper de ses cheveux, ça prend du temps. D'ailleurs, vous voyez d'ailleurs le petit Ren-san en arrière-plan qui, lui, est en train de se recoiffer. Tiens, il prend bien soin de sa belle chevelure. Et donc, elle dit, ah, je vois, ça prend du temps de décider de sa coiffure tous les jours. Et donc, Ren-san explique aussi, mais il y a aussi des raisons pour lesquelles les bonzes ne se rasent pas le crâne. C'est ça qui est important.
la réponse numéro 1, pourquoi est-ce qu'un moine se raserait pas le crâne? C'est 1, parce qu'il fait partie de l'école Jodo Shinshu. C'est mon cas. 2, ils ont un autre job dans lequel, et vous savez comme ça se passe des fois au Japon, le fait que les entreprises sont des milieux qui ont des règles souvent très strictes, et donc il y a certains boulots pour lesquels le fait d'être chauve poserait problème en termes de l'image. Donc on va demander aux gens, aux moines, de ne pas se raser le crâne. Et 3, pour pas qu'ils se fassent questionner par la police. Il dit, je me fais souvent interpeller quand je suis habillé normalement, parce qu'on dirait un vieux mafieux, un vieux yakuza, là, avec son crâne chauve. Alors, voilà, on va expliquer un petit peu, du coup, d'où ça vient, tout ça. Déjà, est-ce que vous êtes surpris, peut-être, par rapport à tout ça? Parce que j'imagine que la plupart d'entre vous, bien sûr, alors ceux qui me connaissent un peu moins, mais la plupart d'entre vous, imaginaient que, de base, en fait, les moines devaient se raser le crâne. Ce qui est d'ailleurs vrai. De base, les moines se rasent le crâne. Le Japon est un peu une exception par rapport à ça. On va justement y venir, pourquoi est-ce qu'on a une petite exception au Japon. Alors déjà, d'où vient, quand un moine est chauve, c'est pour du ski. Et quand, et quand ils ont des tatouages, alors les tatouages, c'est un peu... En vrai, on laisse passer. C'est toujours un petit peu flou. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle officielle. En tout cas, au Japon, par rapport au tatouage, j'ai posé la question moi-même quand j'ai été ordonné. Alors, j'ai posé la question littéralement juste avant d'être ordonné. Hein. J'ai dit au gars qui était avec moi à Kyoto, on était en train d'attendre pour... on était dans la salle, en fait, on était dans un grand amphithéâtre avec toutes les personnes qui allaient être ordonnées. Et donc, on nous expliquait comment allait se dérouler la cérémonie avant ensuite d'aller vraiment dans le temple et puis faire la cérémonie en elle-même pour devenir moine. Donc, je m'étais déjà rasé le crâne à ce moment-là. Et juste avant, je me retourne vers le gars qui m'accompagnait, hein, qui nous a suivis pendant tout le long, qui nous a aidé à acheter les robes de moine, la robe que je porte, par exemple, tout ça. Et je lui fais, au fait, j'ai beaucoup de tatouages, est-ce que ça pose un problème? Le mec, il avoue au dernier moment. Et le gars, il me fait, ouais, non, moi j'avais un pote qui était japonais, il était moine aussi, il avait plein de tatouages, c'est bon, ça passe et tout. Mais quand même, ce que j'ai fait pendant la cérémonie, juste avant la cérémonie, en fait, au moment où enfin pendant la cérémonie même, au moment où on devait changer nos vêtements pour passer de vêtements classiques à des vêtements de moine, et il y a un moment aussi pendant la cérémonie où on change de vêtements de moine pour mettre, des changements, on change de kimono, on a un kimono laïque pour passer à un kimono de moine. Là, moi, je me suis quand même caché derrière un paravent parce qu'il y avait notamment des enfants qui allaient être ordonnés en même temps que nous, et je voulais pas les choquer avec mes tatouages partout. Donc, ouais. Mais oui, ça fait Yakuza raser et tatouer. Oui, 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 oui. Alors moi, je t'assure que quand je me suis rasé le crâne et que je me suis vu pour la première fois dans le miroir avec mes tatouages traditionnels et mon crâne rasé, je me suis dit, waouh, oh le gars, on dirait un skinhead. Oh, ça fait peur. Oh la vache. Ah ouais, ça faisait flipper. J'ai une photo de moi parce que je l'ai pris pour envoyer à mon frère en disant, mais regarde-moi la gueule que ça fait, quoi. Ça va, quand t'as le vêtement de moine, ça fait sérieux, mais alors vraiment torse nu avec tous les tatouages à l'ancienne et tout, ça fait un peu peur. Heureusement que je suis pas baraque, hein. Mais ouais, en tout cas, sinon, à part ça, finalement, ils s'en foutent un petit peu. Ils s'en foutent un petit peu. Alors, je vais du coup vous montrer ce que j'avais marqué ici. Donc, historiquement, les moines se rasent le crâne. Pourquoi est-ce que les moines se rasent le crâne historiquement? Eh bien, c'est en imitation du Bouddha historique, le Bouddha Shakyamuni, hein, qui a existé en Inde, Népal, il y a 2500 ans, qui était historiquement un prince. Et comme tous les princes de l'époque, il avait les cheveux très longs. Au moment en fait où il a décidé de se lancer dans la vie ascétique, au moment où il a décidé de quitter son palais, une des premières choses qu'il a fait après avoir quitté son palais pour montrer sa détermination, il s'est coupé ses énormes cheveux très longs et il s'est rasé le crâne. Et ça, c'était vraiment pour montrer qu'il abandonnait son statut de prince pour devenir un mendiant. Pour montrer en fait qu'il renonçait à son apparence physique, mais aussi à son statut, pour se consacrer à la pratique en tant qu'ascète. Et du coup, en imitation au Bouddha Shakyamuni, les moines se rasent le crâne. C'est vraiment comme ils expliquent ici hein, dans la page du manga. C'est en imitation du Bouddha, mais aussi pour montrer que, eh bien, on se met sur la voie bouddhiste et donc on renonce à son apparence. Mais il y a une exception. Historiquement, seuls les bonzes du Jodo Shinshu, de ma branche, de mon école du bouddhisme, étaient autorisés à avoir les cheveux longs, enfin avoir des cheveux hein, tout simplement, comme ils considéraient les préceptes comme caducs. Ça, c'est un point qui est assez spécifique au Jodo Shinshu, qui est que le fondateur de notre école
à un moment de sa vie, il a été persécuté par les autres écoles et par le gouvernement, et il a perdu son statut de moine. Sauf que comme il savait faire que... Il a été exilé en même temps. Et comme il savait faire que moine, et qu'il s'est retrouvé chez les paysans à pas savoir quoi faire, eh bien en fait, il s'est décrété lui-même comme étant ni moine, ni laïque, et il a développé une philosophie dans laquelle les préceptes bouddhistes, donc notamment le précepte qui demande aux moines de se raser le crâne, étaient devenus caducs. Parmi ces préceptes, on avait aussi notamment le fait que les moines ne pouvaient pas boire d'alcool, les moines ne pouvaient pas se marier, etc., etc. Donc Shinran, lui, il a dit, en vrai, tous ces préceptes-là, ils sont inapplicables à notre époque. Les gens du commun, ils peuvent pas suivre ces préceptes, sinon ça deviendrait ingérable. Donc si le fait de suivre les préceptes était une obligation, tous les gens avec qui il est autour de lui, eh bien, ce seraient des gens qui seraient exclus de la voie bouddhiste. Et pour Shinran, c'était pas acceptable. Donc il a dit, il y a un problème. C'est que les préceptes sont pas caducs. Les préceptes sont caducs, c'est pas possible actuellement, vu l'état du monde, de les suivre. Donc il a renoncé aux préceptes. Et quand son école a commencé à se former autour de lui, lui à la base il n'avait pas prévu de former une école, mais elle s'est formée autour de lui naturellement, eh bien, il y a cette règle qui s'est imposée que, en fait, toutes les écoles bouddhistes devaient suivre les règles bouddhistes, les préceptes, le Vinaya, sauf les moines Jodo Shinshu, qui sont exempts, parce que du coup, leur fondateur, lui, il les respectait de toute façon pas. Donc, eh bien, dès le départ, c'était la seule école qui avait le droit d'avoir des moines qui se mariaient, qui avaient des enfants, qui buvaient de l'alcool, pas les enfants, les moines, qui ne se rasaient pas le crâne, etc., etc. Il n'empêche que, malgré tout, lors de la cérémonie, on se rase quand même le crâne pour montrer notre entrée dans la voie bouddhiste. Donc en fait, un bonze Jodo Shinshu, un bonze dans ma branche, n'a pour obligation de se raser le crâne qu'une seule fois pour sa cérémonie. Ensuite, s'il veut se laisser repousser les cheveux et avoir une très très belle chevelure longue comme notre ami Ren-san ici, eh bien il en a tout à fait le droit. Donc ça, c'était historiquement ce qui se passait. Seuls les moines Jodo Shinshu avaient le droit d'avoir des cheveux, parce qu'en fait, on est une école qui a décrété les préceptes comme caducs, préceptes bouddhiques comme caducs. Tous les autres avaient l'obligation légale, c'était une obligation légale de suivre les préceptes. À l'ère Meiji, ce qui s'est passé, donc au moment où le Japon s'ouvre sur le monde, eh bien, le gouvernement va décréter que tous les bonzes ont le droit d'avoir des cheveux, c'est un choix de chacun, donc certains vont continuer à se raser le crâne et d'autres non. En fait, ce qui va se passer, c'est que à l'époque Meiji, je l'avais déjà un petit peu parlé, mais je peux en reparler rapidement, à l'époque Meiji, en fait, donc quand le Japon s'ouvre sur le monde, le Japon va décider de se recentrer autour de la figure de l'empereur. Et pour asseoir le pouvoir de l'empereur, ils vont mettre en avant le Shinto et essayer de dévaluer la valeur du bouddhisme. Et quelle technique ils vont trouver pour faire ça? Ils vont dire, ah bah du coup, attends, une bonne technique pour que les moines passent pour des touristes, c'est de dépénaliser justement le fait qu'ils soient obligés de suivre les préceptes et dire, bah en fait, maintenant, vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Allez-y, allez-y. Du coup, le gouvernement se disait, bah comme ça, on va se retrouver avec des moines bourrés avec des cheveux qui vont voir des prostituées, et puis comme ça va être bien pour l'image du bouddhisme, ça va les calmer un coup, et le Shinto va monter en flèche. Ça s'est pas réellement passé comme ça, mais il n'empêche que, suite à ça, eh bien effectivement, les moines se sont retrouvés autorisés à pouvoir fonder une famille, et donc on va se retrouver avec justement ces règles-là, avec des systèmes où les temples vont se transmettre, du coup, de père en fils, maintenant aussi de père en fille, ou de mère en fille maintenant. Mais ça va devenir, du coup, des business familiaux. Parce que les moines vont quand même, en général, se marier, avoir des enfants, etc., etc. Donc ils vont commencer à vivre vraiment comme des gens du commun, tout en gardant en même temps ce statut de moine, ce qui à la base était vraiment un des privilèges de l'école dont je fais partie, le Jodo Shinshu. Voilà. Donc ça, c'est la petite histoire de pourquoi historiquement se rase le crâne. Et donc là, justement, ils expliquent dans cette page du manga que normalement, quand même, les moines essayent de se raser le crâne, sauf les moines Jodo Shinshu, mais que dans certains cas spécifiques, effectivement, ils continuent à se laisser pousser les cheveux, notamment dans le cas d'un boulot, ou pour ne pas faire trop peur. Et là, c'est vrai que j'imagine l'idée derrière, c'est que comme ils tiennent un café, ils veulent essayer d'apporter une touche un peu plus fun, un peu plus sympa. Donc, ils ont gardé des cheveux. Après, je pense que c'est aussi dans le manga parce que l'autrice voulait dessiner des beaux gosses avec des cheveux et qu'elle voulait pas dessiner que des mecs avec des crânes chauves comme ça. Ça aurait rendu le manga peut-être un petit peu moins agréable à regarder. Imaginez-les tous. Si là-dessus ils étaient tous en mode chauve, ce serait un peu chelou. Mais voilà, du coup, elle leur a dessiné des cheveux, mais c'est tout à fait possible que ce soit juste parce que pour l'image du café, ils préfèrent avoir des cheveux. Voilà.
Et donc, je regarde un petit peu ce que vous m'avez mis. Salut, Immemoria qui est là aussi. Dagdag qui dit toute cette période a fait des dégâts, collusion entre politique et religion. Ouais, ça a été assez compliqué. Il y a eu beaucoup de dégradation pendant quelques années de temples. Ils ont vraiment essayé de se débarrasser du bouddhisme par la force pour asseoir l'autorité de l'empereur par le Shinto, et aussi parce que ils essayaient de se recentrer sur ce qui faisait l'essence du peuple japonais. Et ils se sont dit que le bouddhisme, malgré le fait qu'il ait été à cette époque-là au Japon depuis plus de 1000 ans, et bien sûr, ce n'est pas une religion qui est née au Japon, contrairement au shintoïsme. Donc, eh bien, ils se sont dit, ah, bah, le bouddhisme, c'est pas vraiment japonais, hein, du coup, on peut s'en débarrasser un peu, non? Et donc, ils ont commencé à détruire des temples, ils ont demandé à séparer les temples bouddhistes des sanctuaires shinto, parce qu'à l'époque, ils étaient copains comme cochons, il y avait souvent les deux ensemble dans le même endroit. Donc voilà, il y a eu pas mal de choses qui ont été mises, il y a eu beaucoup de destruction, des statues qui ont été cassées, des cloches qui ont été fondues, cloches bouddhistes qui ont été fondues pour faire des canons, des boulets de canon, des trucs comme ça. Enfin voilà, c'est pas une période la plus fun pour l'histoire du bouddhisme, clairement. Voilà. Et donc, bien entendu, vous l'attendiez tous, vu que je parle de chauve, la photo, je vais vous partager à l'instant ma photo de classe de quand j'ai été ordonné. Est-ce que vous êtes prêts? Le but, c'est de jouer à Où est Charlie? Vous allez dire Où est le Greg? Attention, 3, 2, 1, go. Je zoome. Où qu'il est le Greg. Belle photo de classe quand même. Elle est pas mal, elle est pas mal. Un indice, ceci n'est pas Greg. On est beau quand même avec nos petits crânes chauves. Alors je vous explique aussi pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui ont des cheveux. Pour les femmes, en fait, c'est optionnel. Les femmes n'ont pas pour obligation, lorsqu'elles deviennent nonnes dans le Jodo Shinshu, elles n'ont pas pour obligation de se raser le crâne. Elles peuvent garder leurs cheveux, ce qui fait que la plupart des femmes choisissent de garder les cheveux. Par contre, pour les hommes, c'est pas optionnel, c'est obligatoire. On est obligé de se raser le crâne. Et donc, bien sûr, hein, où est-ce qu'est le Greg? Le Greg est là avec sa belle tête de chauve. Vous voyez, je rigole souvent parce que sur cette photo, je suis vraiment blanc comme une fesse. On dirait que je suis malade tellement je suis tout blanc par rapport à tout le monde. Même mon collègue américain qui est Gary, qui est un gars avec qui j'étudie depuis assez longtemps, qui est américain, même lui, il n'est pas blanc comme moi. On dirait un vieux fantôme. Donc voilà, c'est notre petite photo. Et on a du coup, dans ce cas-là, pour la cérémonie, on a un kessa ici, une espèce de partie de toge qui est noire, qui est vraiment spécifique pour cette cérémonie. Et après, qu'on va souvent remplacer par ce que je porte ici, là, sur moi, qui est du coup plus coloré et qui est une version plus, on va dire, casual, plus de tous les jours de cette partie du vêtement bouddhiste, quoi. Voilà, donc je voulais vous partager hein, cette très belle photo de ma tête de chauve quand j'étais tout blanc. Et là, du coup, on a la date. Hein, du coup, c'était le 8 novembre 2022. Voilà. C'est des bons souvenirs. C'est des bons souvenirs. J'ai plein d'autres photos de moi en chauve. Mais voilà, c'est pour vous donner en tout cas un petit aperçu de ce que ça donnait. Je vous passerai la photo bizarre Yakuza torse nu qui fait peur là. Voilà. Voilà. Écoutez, je vais continuer un petit peu avec un autre panneau où on va vous parler de mandala, la politique du Bouddha Café. Notre spécialité au Bouddha Café, c'est le Bouddha Latte. Je mets tout mon amour dans mes créations sur café. Donc Ren-san, hein, le moine Jodo Shinshu, c'est aussi le barista, et donc il fait des super dessins de Bouddha sur le café. Très très stylé. Moi je veux bien quelqu'un qui me fasse ça aussi. Et donc il demande, Sachan, qu'aimeriez-vous comme dessin? La petite mamie, elle est, voyons voir. Et donc là, en face, là, ici, on a un haters. on a un haters qui dit, mais lui, il étudie le bouddhisme pour de vrai, il est à fond et tout. Et il dit, ce café superficiel corrompt le Bouddha, je vais lui mettre une étoile sur TripAdvisor à ces bâtards. Et donc, la petite mamie, elle répond, qu'est-ce que je voudrais? Ah, est-ce que vous pourriez me dessiner un mandala, s'il vous plaît? Donc un mandala, je vais en reparler un petit peu, hein, c'est le monde de l'éveil sous la forme de l'art. Ce sont des créations artistiques extrêmement complexes qui représentent des univers du bouddhisme. Et donc il fait « Ren-san, c'est pas possible, c'est la politique du Bouddha Café, je vais y arriver quand même. Nos clients se sont donné la peine de venir ici, nous ne devons pas les décevoir. » Donc finalement le hater s'il dit « Ah bah finalement ils sont bien, c'est des vrais, c'est pas des faux. » Donc, qu'est-ce qu'on nous raconte par rapport à ça? Ah, il y a Inoshi qui me pose une question qui dit est-ce que tu as fait un stream sur ton parcours pour devenir moine? Alors non, j'en ai pas encore fait. Je crois que je l'ai évoqué un petit peu.
mais j'ai pas fait de stream spécifique là-dessus. Par contre, ce serait un truc qui serait intéressant à faire. J'en ai parlé vraiment une ou deux fois en live, mais j'ai pas fait vraiment on va dire, de stream spécifique. C'est vraiment un parcours qui a pris pas mal de temps. En fait, on peut pas devenir moine comme ça. Déjà, il y a une grosse différence entre le parcours japonais normal et le parcours en tant qu'occidental. En occidentaux, le truc, c'est que au Japon, normalement, quand tu veux devenir moine, déjà, souvent, quand tu deviens moine, c'est parce que tu es fils ou fille de moine. Comme vous le voyez ici, hein, sur la photo que j'avais mis, on a en fait pas mal de gamins. Vous voyez, ça c'est un gamin, ça c'est un gamin. Les filles elles-mêmes ne sont pas très très jeunes pour la plupart. Donc il y a beaucoup en fait de personnes qui vont être ordonnées parce que ce sont des fils ou filles de temple. Et probablement aussi les personnes que vous voyez là qui sont un peu plus âgées, c'est aussi souvent parce qu'elles se sont mariées à un moine. Et donc par extension, vu qu'elles vont avoir à gérer des responsabilités dans le temple, eh bien elles-mêmes décident au bout d'un moment souvent de devenir nonne pour voilà, pouvoir éventuellement remplacer le mari quand il est en voyage ou quand il n'est pas dispo, etc. Donc il y a déjà assez peu de personnes qui décident de rentrer dans le système des temples et des bouddhistes au Japon sans être déjà issus d'une famille de moines. Mais ça arrive, il y en a quand même. Derrière, le parcours qui va devoir être fait pour une personne qui veut devenir moine, c'est un parcours dans ma branche, hein, par exemple, alors, soit vous allez dans un séminaire qui dure, je crois, 2 ans de cours du soir, soit vous faites 6 mois où vous faites que ça en intensif, soit vous étudiez à l'université, vous faites un master dans l'université bouddhiste associée à votre branche. Donc, il y a vraiment un cycle d'études qui est important. Et en plus de ce cycle d'études-là, vous allez passer 2 semaines dans un temple à vivre vraiment comme un moine dans le temple principal, à ne faire que pratiquer et étudier pendant 2 semaines. Donc il y a ce parcours vraiment, on va dire, d'études lié au parcours vraiment plus pratique. Et comme beaucoup sont issus de familles de temple, eh bien, ils connaissent déjà une grosse partie de ce qu'on va être demandé pour eux en tant que moine. Donc ça, c'est ce qui se passe au Japon. Sauf que quand nous, petits occidentaux, on veut devenir moine, c'est un peu compliqué parce que tout ce parcours-là, à l'heure actuelle, est en japonais. Donc, comment qu'on fait? Eh bien, en fait, en général, quand on est occidentaux, eh bien, il n'y a pas forcément de pratique, enfin de parcours, en tout cas dans ma branche, hein, Jodo Shinshu, il n'y a pas de parcours défini. En fait, eh bien, c'est simplement, on va être mis au fur et à mesure de notre pratique en contact avec différents moines et nonnes qui vont, s'ils nous apprécient, décider de nous former. Moi, par exemple, je suis des cours de bouddhisme avec un des professeurs de l'université de ma branche qui est à Kyoto, qui est un Américain mais qui enseigne le bouddhisme. Lui, du coup, je l'ai rencontré à Kyoto en 2018. On s'est super bien entendu. Il m'a dit, écoute, viens à l'université. Je fais des groupes de travail sur différents thèmes Jodo Shinshu. Tu viens, on pratique ensemble, on étudie ensemble, et tu vois, ça va être cool. Et donc, j'y suis venu. Et en fait, ça m'a plu. Et franchement, on a bien accroché les deux. Et du coup, même quand je suis rentré du Japon, on a continué à faire ça en visio. On se voit normalement une fois tous les mois, enfin, en tout cas, 2 fois tous les mois ou tous les 2 mois en fonction de son emploi du temps. Et lui-même m'a mis ensuite en contact avec des bonzes et nonnes aux États-Unis qui, pareil, il y en a une qui a bien accroché avec moi, qui a décidé de me former sur tout ce qui était chant. Et donc ça, c'était en 2018. On avance 2022. Début 2022, ils me disent, écoute, enfin même début premier quart 2022, ils me disent, écoute Greg, ça fait pas mal de temps qu'on sait que tu veux devenir bonze et tout, tu as passé du temps à étudier avec nous, on voit que ça se passe bien, on voit que voilà, tu as quand même des bonnes connaissances là-dedans. On est d'accord pour que tu sois ordonné. Il y a une personne qui va te former un peu plus sur tout ce qui est rituel, là, jusqu'à novembre. Et puis, du coup, en novembre, tu vas à Kyoto et tu seras ordonné. Donc, il a vraiment fallu que je rencontre les bonnes personnes et que je montre aussi ma motivation, que j'étais pas là pour faire n'importe quoi, mon respect des règles, etc., etc. Donc, ça s'est fait vraiment comme ça, par le biais de personnes, entre guillemets, qui ont validé mes connaissances. Et comme je dis, sur ma branche, j'ai lu plus d'une centaine de livres sur cette branche-là, en français et en anglais. Voilà. Moi, j'ai commencé à m'y intéresser. Je pense qu'on était aux alentours de 2000, peut-être 13 ou 14. Donc, entre le moment où j'ai commencé à m'intéresser à cette branche et le moment où je suis devenu, moi, peut-être même 2012, au moment où j'ai commencé à vraiment m'y intéresser, le moment où je suis devenu moine, il s'est écoulé en une bonne dizaine d'années, quoi. Donc, c'est un processus qui a pris beaucoup, beaucoup de temps. Ouais. Beaucoup, beaucoup de temps. Et à terme, là, et ça, justement, ce que je vous dis là, c'est juste le premier niveau de moine. C'est le niveau, justement, comme vous voyez, comme je disais ici, vous voyez, il y a beaucoup d'enfants, par exemple, et bien ça, c'est le premier niveau de moine. Pour les enfants peuvent avoir ce premier niveau de moine.
Mais en fait, normalement, avec ce niveau de moine, même ce que là, je suis en train de faire avec vous, je n'aurais pas le droit de le faire techniquement. On m'a autorisé à le faire parce que je suis étranger et que voilà, c'est le bazar. Mais normalement, en fait, avec ce niveau-là, on est moine, on est officiellement moine, mais d'un point de vue pratique, on a plus une fonction d'assistant, où on va, en général, c'est le fils ou la fille qui vont assister le père ou la mère dans les cérémonies, etc., qui vont suivre comment ça se passe, mais on n'est techniquement pas habilité à l'idée des cérémonies, à gérer des cérémonies, à faire des enseignements complexes, etc. Normalement, j'aurais pas le droit. Pour faire ça, il faut que je passe Bonze niveau 2. Normalement, il faut que je passe Bonze niveau 2 pour faire ça. Ce niveau 2, c'est ce qu'on appelle le Kyoshi. Le premier niveau, c'est ce qu'on appelait Tokudo. Donc Tokudo, c'est vraiment la cérémonie où on se rase le crâne et voilà, on devient moine officiellement. Kyoshi, en fait, c'est le moment où on va être considéré comme une personne qui est apte à enseigner. Et donc pour être Kyoshi, c'est normalement à la fin de ce cycle complet d'études, donc comme je vous parlais de séminaire ou d'université, etc., à la fin de ce cycle complet, normalement, on a le Kyoshi. Et là, on va passer justement ces 2 semaines dans le temple pour valider le Kyoshi. Et là, on sera habilité à avoir le temple. Donc en réalité, il y a vraiment 2 niveaux principaux. Après, il y a d'autres potentielles accréditations que les gens peuvent avoir en fonction de leur maîtrise des rituels, des choses comme ça. Mais on va dire vraiment pour simplifier, il y a 2 vraiment niveaux importants. Le Tokudo, où on devient moine, mais techniquement, on n'a pas le droit d'enseigner ni vraiment de gérer des cérémonies. On est là plus en tant qu'assistant. Et le niveau Kyoshi, pour devenir un vrai moine, vrai de vrai, qui est habilité à avoir son temple, qui est habilité à enseigner, habilité à gérer les cérémonies, etc. etc. Et donc moi, dans mon cas, là, je suis en train de me former pour le Kyoshi. Et il est prévu que je passe le Kyoshi. Alors nous, ce sera limité à 1 semaine dans le temple, parce qu'on va avoir besoin d'avoir des moines pour nous traduire avec nous le japonais. Parce que même si je parle un peu japonais, j'ai vraiment pas le niveau suffisant pour survivre 1 semaine complète dans un temple avec des discussions bouddhistes. Ça va être un peu raide. Donc on va avoir des gens des États-Unis qui sont japonais, mais qui vivent aux États-Unis, qui vont venir avec nous et qui vont derrière nous aider pendant toute cette semaine-là. On va rester 1 semaine dans le temple et à l'issue de cette semaine-là, on aura le niveau Kyoshi. Et donc, techniquement, là, je serai habilité à avoir un temple ou ce genre de choses. Donc ça, ce sera normalement, si rien ne change, en avril 2025, du coup. En avril 2025. J'ai assez hâte, j'avoue que j'ai assez hâte. Ça va être incroyable de passer 1 semaine complète dans le temple et tout. Ça va être fou. Voilà, voilà. Et je vais vous montrer le genre de truc que j'ai. Attendez, je vais vous montrer un exemple de le genre de cours que je suis en ce moment qui sont horriblement compliqués. Hop, je vais juste vous montrer ça. Kyoshi. Voilà. Tac. Ça. Et il m'avait mis un exemple. Ah ouais, ça par exemple. Voilà. Voilà. Je suis par exemple. Attendez, je vais vous partager ça. Hop. Attendez. Tac, 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 tac. Voilà. Je vous montre ce que j'ai là. Voilà. Ça, c'est le genre de cours que je suis en train de suivre en ce moment, qui vous explique tous les détails de tous les éléments rituels qu'on peut retrouver dans on va dire, devant un hôtel standard d'un temple, avec le kashagoro, du coup le truc qui sert à brûler l'encens en métal. Il y en a qui sont en céramique, mais il ne faut pas les utiliser de la même façon. Voilà, ils expliquent où il faut les ranger, comment il faut faire le truc de riz. Voilà, avec à chaque fois les noms en japonais, où est-ce qu'ils doivent être placés, en fonction de tel hôtel, de telle personne. Pareil avec les fleurs. Voilà, c'est fun. C'est des heures de fun, c'est du fun en bar. Ah, Il y a tout. Et a priori, on est censé maîtriser tout ça, alors je ne sais pas trop comment, hein. Je pense que ça va être du bourrage de crâne avant la fin, à mon avis, ça va être fun. Donc, vous voyez un peu le genre de folie, le genre de fun que je mange en ce moment. Mais bon, ça va le faire. En vrai, il nous expliquait, hein, parce que la personne qui m'explique tout ça, c'est une personne qui est des États-Unis, euh, qui, enfin, c'est un homme qui lui est vraiment très spécialisé. Cette personne qui lui est vraiment très spécialisée dans tout ce qui est rituel, mais il a tout à fait conscience du fait que si demain j'ai un temple en France, clairement, j'aurais pas un temple gigantesque et j'aurais non seulement pas ça, mais j'aurais pas les moyens non plus d'acheter absolument tous les items qui sont listés sur ces PDF, clairement. Donc moi, vraiment cash, je lui ai demandé la dernière fois que j'ai vu, je lui ai dit, mais genre, c'est quoi vraiment le strict minimum
qu'il faut pour un hôtel bouddhiste d'un temple. Parce qu'imagine vraiment un temple qui est tout petit, qui n'a pas des masses de moyens, qui ne peut pas se permettre de ramener 150 items en, en laiton et autres joyeusetés, en céramique et tout du Japon. Comment on fait en fait? Et donc, il existe en fait des possibilités de faire des hôtels qui soient vraiment, vraiment beaucoup plus simples que ça. Beaucoup, beaucoup plus simples. Et probablement si un jour, je sais pas si un jour j'aurai un temple, mais si j'ai un temple, vraiment, je vais faire un truc simple. Moi, je suis pas quelqu'un qui suit très très à fond sur le côté flamboyant des rituels et le fait que tout doit être très carré. C'est pas trop dans ma mentalité. J'ai une mentalité un peu anarchiste, alors du coup, le côté trop ritualisé me crispe un petit peu. Donc là, moi, je le prends sur moi en me disant, je dois apprendre tout ça, ça fait partie de mon entraînement. En plus, c'est intéressant de comprendre ça. Mais derrière, je vais clairement simplifier au maximum, en restant dans les règles pour ça, mais je vais simplifier, hein. Franchement, c'est pas possible, quoi. Il y a beaucoup trop de détails, c'est insupportable. Mais voilà, c'est intéressant, c'est intéressant. Donc voilà, on se forme là-dessus, on doit se former aussi au niveau du chant encore un peu plus, parce qu'on est censé, quand on devient moine, maîtriser un certain nombre de chants. J'en avais fait déjà un peu avec vous en live, hein, mais on doit maîtriser un certain nombre de chants. Donc on doit en maîtriser plus encore quand on passe au niveau du dessus, etc., etc. Donc voilà, c'est fun. Et du coup, je vous montre là. Voilà, j'ai ça en dessous de moi. Ça, c'est des livres en fait qui commencent à arriver pour nous, qui sont des traductions en anglais, justement des livres qui sont utilisés normalement pendant les séminaires pour former les moines, pour le Kyoshi, hein, donc pour le niveau 2, où il y en a un qui explique ici, bah, du coup, c'est l'explication de de tous les items rituels, mais en version papier, du coup, c'est complètement imbuvable. Il vous montre avec des petits diagrammes, des trucs comme ça, avec des noms pas possibles. Donc ça, c'est le côté rituel. Là, j'en ai un qui est plus sur le côté théorique et doctrinal, donc vraiment les enseignements en eux-mêmes. Donc voilà. Ce qui est cool, c'est qu'on commence à avoir doucement les livres pour devenir moine qui sont là, mais enfin, surtout pour le niveau Kyoshi. Mais c'est des livres pour certains, surtout celui-là, le rituel. Il faut absolument avoir quelqu'un pour vous l'expliquer. C'est imbuvable. C'est le truc qui est imbuvable. Il est incompréhensible s'il n'y a pas quelqu'un pour vous dire concrètement, vous montrer des vidéos et des images et tout. C'est juste pas possible. C'est un peu impossible ce truc. Voilà le petit aparté sur le Greg le moine. Mais donc voilà, en tout cas, il y a ça pour dire, pour résumer, hein, qu'il n'y a pas de chemin parfait pour nous en tant qu'Occidentaux. Ça se fait vraiment au fur et à mesure des rencontres et il faut pouvoir montrer sa motivation, sa pratique. Donc voilà, même si ça va peut-être à terme se développer. Moi, je vous en avais parlé peut-être déjà rapidement en live, des discussions pour peut-être aider à créer une plateforme d'enseignement en ligne justement pour les moines, pour simplifier tout ça, pour faire en sorte que plutôt qu'à chaque fois que quelqu'un veut devenir moine, il soit obligé de se retaper toute la formation de la personne en direct, qu'il y ait au moins un certain nombre de choses qui soient préenregistrées, avec des quiz, avec peut-être des essais à écrire, des choses comme ça, mais au moins simplifier la tâche des formateurs qui ne seraient pas obligés de le refaire à chaque fois. Ce serait probablement plus simple. Là, en fait, moi, j'ai eu de la chance parce qu'ils nous ont regroupés avec moi et un Américain, du coup, qui est ici, un Gary, qui voulait devenir moine également. Donc, ils se sont dit, ah, bah, tiens, comme il y en a deux en même temps, on va s'arranger, on va les former. Au moins, ce sera plus simple. Mais là, si demain, il y en a encore un, ils vont faire, oh non, faut tout recommencer. Oh. Donc, voilà, on va peut-être créer Objectif Bond, comme dit Sophie, quoi. Ça, c'est le problème quand t'as pas un cursus qui est défini, c'est que au bout d'un moment, il faut tout recommencer à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui arrive. C'est à chaque fois du cas par cas. Enfin, c'est un bazar. Voilà, voilà. Cas pour la réponse. Donc, on en était sur. Ah oui, j'en étais sur les mandalas. Je suis parti sur mon histoire de bronze, mais c'est vrai que c'est intéressant. Merci pour la question. C'est toujours marrant d'en parler parce que c'est un peu à l'arrache. Mais du coup, juste pour finir avec ça, même si du coup je n'ai pas le Kyoshi, en vrai, on me laisse extrêmement libre. Je disais un coup en live, mais j'ai eu l'occasion d'être en réunion avec le mec qui est le chef total de l'école. Le mec, du coup, qui est le boss de plusieurs millions de croyants, hein, de pratiquants, en fait. Le mec qui est tout à la tête de l'organisation. J'ai eu un meeting avec lui. Et je lui ai demandé ouvertement en disant, du coup là j'ai passé Tokudo, donc le niveau 1, je suis moine de niveau 1, qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Parce que je sais que normalement Tokudo, j'ai pas le droit de faire grand-chose. Puis il fait, oui, t'es étranger, les règles. Tu fais ce que tu veux. Vas-y, amuse-toi gamin, amuse-toi, fais ta vie, rigole. Et donc en fait, le Jojoshin Pap, c'est ça, c'était ça.
Et le gars, il m'a dit vraiment, ouais, bah, franchement, en fait, personne ne sait exactement. Vous êtes des cas particuliers de toute façon, donc par défaut, tant que vous faites pas n'importe quoi, vraiment à mettre en péril l'image du Jodo Shinshu dans le monde, enfin, en gros, allez-y, quoi. Allez-y, vous vous limitez pas à ça, faites quoi. Voilà. Alors, du coup, les mandalas. Donc, ben, les mandalas, qu'est-ce que c'est? Les mandalas, déjà, c'est une forme d'art qu'on va retrouver en général dans les formes ésotériques du bouddhisme. Ésotérique, quand on parle d'ésotérisme, on pense souvent, en tout cas un bouddhisme ésotérique, on va souvent penser au bouddhisme tibétain, ce qui est la forme la plus connue en Occident, mais on a des équivalents de bouddhisme ésotérique au Japon. Ces deux écoles, eh bien, ce sont le Shingon et le Tendai. On n'a pas de moine Shingon dans notre Bouddha Café, pardon, on n'a pas de moine Tendai dans notre Bouddha Café, on a un moine Shingon qui est du coup, il est où notre petit moine Shingon? Voilà, c'est lui. C'est Kai-san, du coup, le comptable. Lui, c'est un moine Shingon. Donc on a quand même un moine Shingon dans ce manga, on n'a pas de moine Tendai. Donc, c'est des formes qui sont liées au bouddhisme ésotérique. Elles vont représenter une vision du monde qui va servir de support à la méditation du pratiquant. Donc, ça va être souvent des représentations très complexes avec plein de Bouddhas différents et de Bodhisattvas qui ont chacun leurs caractéristiques, chacune leurs caractéristiques, leur façon d'être représentés, leur position dans le mandala. Et donc, ça va représenter comme une sorte de carte du monde spirituel qu'on va pouvoir visualiser et avec laquelle on va pouvoir interagir. Et donc, c'est la question voilà, de comment est-ce qu'on arrive à faire ça en café art, quoi, en art sur un café latte. C'est globalement, bien sûr, impossible. Et pour ceux qui pensent au mandala, on voit souvent, l'image qu'on a souvent, c'est les moines tibétains qui font des mandalas avec des petits grains de sable. Donc voilà, c'est l'image classique du mandala, mais voilà, il y a d'autres formes de mandala, et notamment dans le bouddhisme japonais. Et ce qui était intéressant aussi, que je voulais discuter, c'était la réaction de notre hater, ici, de pourquoi est-ce que lui, il a l'impression que c'est complètement aberrant de voir des moines tenir un café, interagir comme ça avec les gens, etc. Bien en fait, c'est déjà parce que sa réaction, en fait, elle est assez naturelle quand on considère le statut des moines dans les autres pays hors du Japon. Dans les autres pays hors du Japon, normalement, les moines, comme leur nom l'indique, vivent dans des monastères. Ils vivent coupés du monde. Ils interagissent de temps en temps avec les laïcs, donc les personnes qui les subviennent souvent qui subviennent aux besoins des moines, mais qui ne sont pas moines eux-mêmes. Les moines ont des règles extrêmement poussées à suivre, notamment des vœux de célibat, le fait de se raser le crâne, le fait de ne pas manger leur repas après une certaine heure. Voilà, et tout un ensemble de règles qu'ils vont devoir suivre, qui fait que le fait de ne pas toucher de l'argent, normalement, les moines, historiquement, n'ont pas le droit de toucher de l'argent, physiquement, je dirais vraiment toucher. Ils n'ont pas le droit d'avoir d'argent, de porte-monnaie, etc. Donc, c'est sûr que si on part vraiment sur cette idée des règles traditionnelles du bouddhisme, eh bien, le fait d'avoir des moines qui tiennent un café est une aberration. Donc c'est là qu'on peut comprendre la réaction de notre hater, ce qui se dit, mais ce café superficiel corrompt le Bouddha et ses enseignements, c'est vraiment n'importe quoi. Ce qu'on va avoir et ce qui va se développer en fait dans le bouddhisme japonais en particulier, mais dans toutes les formes de bouddhisme qu'on va appeler Mahayana, donc Mahayana c'est ce qu'on appelle le grand véhicule, on va avoir cette idée que, eh bien, on va avoir le concept de bodhisattva. On va avoir cette idée de dire que les moines, en fait, ils ne font pas que pratiquer pour eux-mêmes, ils vont pratiquer pour les autres. Ils vont faire en sorte que, de par leur pratique, ils puissent aider tous les êtres. Un des vœux que va prendre un bodhisattva, c'est de faire en sorte que tous les êtres se libèrent de la souffrance. Et donc, pour faire ça, les bodhisattvas vont prendre différentes formes et ils vont faire usage de ce qu'on appelle des moyens adaptés. Cette idée de, on va adapter nos enseignements, on va adapter nos pratiques en vue d'aider les gens en les rencontrant, entre guillemets, là où ils sont. C'est-à-dire physiquement dans les lieux où ils sont, mais aussi au niveau spirituel, au niveau compréhension, au niveau intelligence, etc. Rencontrer les personnes à leur niveau pour pouvoir enseigner des choses qui correspondent à leur niveau. Pas chercher tout de suite à enseigner des choses extrêmement compliquées à une personne qui aurait peu de connaissances au niveau spirituel ou qui aurait peu d'éducation. On va d'abord doucement la monter à niveau pour pouvoir lui enseigner des choses de plus en plus complexes et poussées. Et donc, quand on pense de cette façon-là, quand on pense à cet idéal du bodhisattva dans le Mahayana, la pratique qu'on a ici de Ren et des autres, qui est de tenir un café bouddhiste, c'est en fait un très très bon moyen adapté pour partager le bouddhisme, pour aider les autres
mais dans un cadre qui est différent du cadre qu'on imagine dans le bouddhisme habituel. Et donc c'est pour ça qu'en fait là c'est ce qui prend conscience en réalité, il se prend conscience qu'en fait en agissant comme ça, ils font une action de bodhisattva qui va consister à aider les gens tout autour d'eux en les rencontrant là où elles sont. Il faut imaginer peut-être que certaines des personnes qui vont dans le café bouddhiste sont peut-être des personnes qui ont peur de passer la porte d'un temple parce qu'ils se disent, moi de toute façon j'y connais rien en bouddhisme, ça peut être des fois intimidant, alors dans un temple vous ne serez pas jugé, il n'y a pas de souci, mais ça peut être des fois intimidant en tant que personne de se rendre dans un temple pour discuter avec un moine dans un cadre comme ça très, très spécifique. Là, voilà, pouvoir proposer cette alternative qui soit beaucoup plus décontractée, c'est aussi un bon point. Je trouve que c'est un point qui est assez intéressant. Mais il n'empêche que, d'un point de vue global, les moines japonais sont perçus par les autres communautés bouddhistes souvent comme étant des moines un peu chelous. Et je ne sais plus qui m'avait raconté ça. Ah, c'est pas quelqu'un qui m'a raconté, j'avais entendu cette histoire-là. C'est Brad Warner, qui est un moine zen américain, qui a écrit des livres sur le zen où il parle du zen, mais d'une façon vraiment très moderne, notamment parce que le fait que lui, en plus d'être un moine zen, c'est un ancien bassiste de punk. Donc il a un background, voilà, il a un background un peu particulier. Et il racontait que justement, au moment où il allait devenir moine, je crois que c'est ça, je crois que c'est au moment où il allait devenir moine, il allait régulièrement dans un café ou un restaurant qui était tenu par une personne d'un autre pays d'Asie, dans lequel il y a aussi des moines bouddhistes. Et un jour, il est arrivé dans ce café-là avec le crâne rasé, parce que c'était justement sa cérémonie. Et quand elle lui a demandé pourquoi il avait le crâne rasé, lui, il a répondu simplement, bah, c'est parce que je vais devenir moine. Et elle s'est énervée sur lui en lui disant, mais de toute façon, les moines japonais, c'est pas des vrais moines, c'est n'importe quoi, c'est des fakes et tout. Donc voilà, pour certaines communautés autour qui ont vraiment cette vision du bouddhisme qui est très, très spécifiquement la personne qui suit les règles bouddhistes, qui se rase le crâne, qui est célibataire, qui vit dans un monastère, etc., etc. Les moines bouddhistes japonais passent pour des immenses touristes. Hein. Ça faut avouer. Mais voilà, c'est comme ça que c'est dans le bouddhisme japonais. Et moi, je trouve ça au contraire plus sympa parce que voilà, on est plus proche des gens normaux, on n'a pas besoin de s'isoler du monde. Ça tient dans la logique. Et moi, en plus, j'ai choisi vraiment ma branche Jodo Shinshu parce que ça fait partie des éléments qui me parlaient. Le fait que dans le Jodo Shinshu, bah, on n'a pas de réelle relation de maître à disciple. Moi, je dis toujours que j'ai un sensei, etc. Mais c'est moi qui l'ai choisi. Et lui, il se définirait même pas comme ça. Il n'y a pas de relation hiérarchique entre lui et moi. C'est pas lui qui va valider mon état d'avancement spirituel ou des choses comme ça. Alors bien sûr, il a aidé à faire en sorte que je puisse devenir moine, donc il l'a évalué d'une certaine façon, mais à aucun moment, contrairement à d'autres branches du bouddhisme, il va dire là tu as ce niveau-là, j'atteste ton niveau. C'est pas comme ça que ça va se passer dans le Jodo Shinshu. On est très égalitaire par rapport à tout ça. Donc je trouvais ça cool, et puis voilà, le fait de vivre comme une personne normale, moi ça me parlait, j'avais pas forcément envie de me raser le crâne et d'aller vivre dans un monastère coupé du monde sur mon petit nuage. Euh, voilà. Après ça c'est des choix personnels. Et oui, Dagdek qui dit, il a enseigné dans le Soto, lui maintenant il a eu la transmission. Oui, oui, oui. Il y a plusieurs des livres de Brad Warner qui ont été traduits en français. Il y en a un notamment qui est traduit avec... il est horriblement traduit. Franchement, le truc... la traduction française, elle est horrible. Il y en a un des deux. Mais il en a plusieurs de ces livres qui ont été traduits récemment. Alors qu'aux États-Unis, ça fait pas mal de temps que ces livres sont sortis. Et il a aussi une chaîne YouTube où il parle de bouddhisme. Après, c'est un mec que j'aimais bien dans l'ensemble, mais là, il a tendance à virer dans ses dernières vidéos un peu... un petit peu complotisto, droitard, un peu chelou, un peu boomer, complotisto, droitard. Je suis genre, t'es sûr que tu vas aller dans cette direction parce que c'est peut-être pas la meilleure. Voilà, bon bref, après, il n'empêche qu'à côté de ça, il y a des éléments, des enseignements qu'il a donnés qui sont vraiment très sympas. Mais voilà, il faut faire un peu attention aussi. Tout le monde peut un peu vriller, quoi. C'est moi le premier. Pas là-dessus, hein, pas sur le complotisme, mais voilà, on a tous nos défauts. Mais là, ouais, dernièrement, j'étais un peu moins fan de ces dernières vidéos. Bon, c'est comme ça. Les gens changent aussi. Hein. C'est l'impermanence de toute chose. Voilà, l'impermanence de toute chose. Voilà, que des amis de bien comme Sudana. Ouais, zen et complotisme, ouais, ça pique. Ça peut vite piquer, ouais. Mais ouais, il disait, un des points je fais un petit tunnel rapide sur ce qui me gênait un peu dans ce qu'il disait dernièrement, il parlait du fait que, bah oui, en fait, assez naturellement,
le bouddhisme, autant aux États-Unis, mais c'est valable aussi en Europe, reste souvent politiquement associé à des milieux de gauche, ce qui n'est pas forcément très très surprenant, vu le message. Mais lui, il était en train de dire, ouais, mais je comprends pas, ça devrait être plutôt centre, voire centre-droite, dans le sens où... Et là, son argument, c'est là où j'étais pas d'accord, c'est qu'il disait parce que historiquement, le bouddhisme a toujours été plutôt dans le statu quo, dans le centrisme vis-à-vis des gouvernements, etc. Mais ce qui est logique, en fait, ce qui est tout à fait logique, c'est que d'un point de vue structurel, euh, les communautés bouddhistes dépendaient des gouvernements. Donc quel est le meilleur moyen pour éviter d'avoir des emmerdes, sachant que les gouvernements, ça change, et surtout dans les époques médiévales, ça peut être assez violent quand on a un qui conquiert l'autre, etc. Le mieux, c'est d'être relativement neutre par rapport à la politique, d'être à peu près pour tout le monde, mais sans trop être pour personne, et puis éviter comme ça que le jour où ça change, bah, t'es bien avec le roi actuel, et quand ça change de roi, bah, t'es pas trop dans la merde en général. Donc forcément, ça pousse les communautés, mais là, c'est du coup, c'est pas l'état d'esprit bouddhiste, c'est les communautés en tant que structure, ça les pousse forcément à avoir une attitude plutôt centriste, plutôt neutre vis-à-vis des gouvernements en place. Alors que le Bouddha historique, lui, à l'inverse, c'était une figure qui était plutôt une figure vraiment assez anarchiste, dans le sens où il y a plein de règles de l'Inde de l'époque qu'il a envoyé bouler, notamment le fait qu'il acceptait dans sa communauté toutes les personnes, peu importe leur caste, le fait qu'il a clairement craché des fois sur les brahmanes en disant bah, c'est pas parce que vous êtes une caste qui naturellement est une caste qui est appelée à faire des fonctions religieuses. Vous êtes une caste, donc c'est de naissance. Hein, de naissance, vous êtes appelé à faire des fonctions religieuses, mais c'est pas en fait par votre naissance que vous faites un bon religieux, c'est par vos actes et votre pratique. Donc lui, c'est vraiment une personne qui il aimait bien secouer un petit peu le statu quo. Donc après, aller dire que le bouddhisme a toujours été globalement le garant d'un statu quo, non, c'est juste parce que, ben, comme toute structure religieuse qui s'acoquine avec l'État, eh bien, si tu veux t'acoquiner avec l'État longtemps, il faut éviter de commencer à cracher sur tout le monde. Mais c'est pas, il y a une différence entre la structure et les enseignements derrière. Faut séparer les deux, quoi. C'est pas la même chose. Donc voilà, c'était mon petit tunnel. Je me mets un emoji tunnel pour la peine, un emoji tunnel Brad Warner. Qui fait que bon, voilà. Il a des takes intéressantes des fois, mais il a aussi des takes un peu en ce moment qui ont tendance à être désastreuses, ce qui fait que je regardais plus trop ses vidéos. Moi, je regardais quasi toutes ses vidéos, maintenant je regarde quasi plus. Parce que bon, un peu chiant quoi. Mais bon, ses livres à côté de ça sont pas mal en vrai. J'ai un peu craché dessus, mais ses livres sont pas mal. Ses livres sont vraiment pas mal. Voilà. Bah écoutez, ça fait déjà une petite heure. Je vais peut-être en faire une dernière page, si vous voulez, se fait une petite dernière page. Oui, mais non, pardon, c'est pas là-dessus qu'il est complotiste, hein, parce qu'il est aussi clairement anti-vax, il commençait à vraiment aller sur le côté anti-vax, anti-masque, gouvernement machin. Non, pas là-dessus, c'est pas là-dessus qu'il est complotiste, pardon. J'étais pas d'accord avec sa take complotiste, mais en plus de ça, dernièrement, je suis pas d'accord avec ses positions politiques non plus. Et surtout sa rationalisation de ses positions politiques dans le bouddhisme et le fait qu'il soit voilà, il justifie ça alors que c'est pas très très surprenant que on va dire que l'idéologie bouddhiste, les enseignements bouddhistes s'accordent plus naturellement avec une politique de gauche. Enfin, c'est pas, faut pas non plus aller chercher midi à 14h pour se douter de ça quoi. Bref, devait inciter sur Zazen, ouais, c'est ça, un peu ça. Une petite dernière page. Alors, les vœux et la boîte à offrandes. Ça, c'est un truc que vous avez souvent dû voir dans les temples et les sanctuaires, cette petite boîte à offrandes. Donc là, on va parler de la boîte à offrandes. La boîte à offrandes des temples sert à s'entraîner à se détacher de nos désirs. On va pratiquer ce qu'on appelle un des paramitas. Je crois que j'en ai parlé. Non, ah oui, si, voilà, je l'ai mis là. Mais j'avais détaillé, je crois, avant les 6 paramitas. En fait, les paramitas, ce sont des valeurs que doit cultiver un bodhisattva. Donc, un être qui décide d'aider les autres autour de lui doit cultiver les paramitas. Et un des paramitas qu'on doit cultiver, c'est le don. C'est simplement là, le fait de donner. Voilà. Et donc, la boîte, elle nous aide, elle le dit ici, hein, le narrateur nous dit la boîte à offrande des temples sert à s'entraîner à se détacher de nos désirs, en fait, via le don. Le montant n'a pas d'importance. Souvent, on va donner une pièce de 5 yens. Et donc là, elle nous donne un exemple d'une personne qui ferait les mauvaises choses par rapport à ça, qui se dit « Please, donne-moi un copain riche et beau gosse. Comme ça, je pourrais m'acheter plein de machins et tout. » Et donc là, on voit les Bouddhas et Bodhisattvas, ils sont pas très très contents. Comme on fait don d'argent, il n'est pas bon de faire des vœux égoïstes. Le but, c'est pas de donner de l'argent pour dire « Ouais, faites en sorte que je m'en sorte trop bien avec les meufs. Ouais !» Ça marche pas comme ça.
Donc là, il donne un exemple où les Bouddhas, ils sont contents. Ils vous disent, elle met la pièce et elle dit, grâce à vos bénédictions, toute ma famille est en bonne santé. À partir de ce jour, je vais travailler dur, veillez sur moi s'il vous plaît. Donc là, elle fait le vœu vraiment de faire en sorte qu'on l'aide à travailler dur pour aider sa famille. Et donc, il est important d'exprimer sa gratitude. En fait, on va plutôt mettre de l'argent dans ces boîtes pour exprimer notre gratitude, donc remercier les Bouddhas et les Bodhisattvas, plutôt que pour essayer de s'apporter des bénéfices personnels. Et donc là, la petite Lully, on la voit en arrière-plan, elle fait tomber son portefeuille dedans. Que mince, elle a fait tout tomber. Donc il fait, je vais aller la récupérer. Et il paraîtrait, alors là, j'ai pas d'explication trop là-dessus, il paraîtrait que mettre une pièce de 500 yens porte malchance. Donc voilà, en gros, pour vous expliquer tout ça, c'est ce qu'on disait, mettre une pièce dans la boîte à offrande permet de pratiquer le paramita du don, donc un des 6 paramitas. Parmi les paramitas, on a notamment... Alors, à cette heure-là, ressortir les paramitas, attention. Challenge, sortir les paramitas. On a la paramita, donc on a les préceptes, on a le don, on a la sagesse, on a l'effort, on a la patience. Il m'en manque un. Non, attendez. Je les ai notés quelque part. Je les avais notés au-dessus. Voilà. Attention. La générosité, la discipline, la patience, l'effort. Ah, bah la méditation, bah oui, je suis con. C'est la méditation logique. La générosité, la discipline, la patience, l'effort, la méditation, la sagesse. Bon, en même temps, j'ai une excuse, hein, dans le Jodo Shinshu, on ne suit pas non plus tout ça. On considère que le fait de suivre le Bouddha Amida, on remplit les paramitas naturellement aussi. Enfin. Donc en fait, toutes ces règles, tous ces classiques, en fait, c'est pas forcément des choses sur lesquelles nous, on va mettre particulièrement l'accent. En fait, on va vraiment se dire que à partir du moment où on pense au Bouddha Amida, en fait, le fait de s'en remettre vraiment à ce symbole de compassion et de sagesse, eh bien en fait, assez naturellement, on va avoir envie, quand on se sent entouré par cette compassion et cette sagesse, on va avoir envie d'agir de façon plus douce, d'agir avec gratitude, de cultiver en fait notre effort pour aller vers ça, notre patience, notre tolérance, etc., etc. Donc c'est pour ça qu'en fait, nous, on va pas forcément mettre ça. Shinran, en fait, le fondateur de notre école, lui, il va mettre beaucoup en avant le naturel, en disant, bah, en fait, à partir du moment où vous en êtes remis au Bouddha Amida, que vous êtes dans cet état, vous avez conscience de la sagesse du Bouddha qui entoure et de la compassion qui entoure tous les êtres, eh bien, en fait, vous allez agir de façon naturelle, mais d'une façon bonne, en fait, naturellement bon, sans avoir besoin de suivre spécifiquement des préceptes, sans avoir besoin de suivre spécifiquement des règles ou des listes de paramitas ou de sentiers octupes, machin. En fait, vous allez faire tout ça d'une façon assez naturelle, mais aussi d'une façon adaptée à votre environnement, en fait. Parce que le problème des règles, c'est que les règles, ça marche bien à un instant T dans un environnement A, mais elles ne sont pas toujours applicables telles quelles à l'environnement B, à l'instant T2. Voilà, ça ne marche pas comme ça forcément. Et donc Shinran, lui, il dit, bah, plutôt que de suivre des règles qui soient figées, eh bien, le fondateur d'école, Shinran, il va plutôt vous dire, bah, en fait, agissez naturellement tant que vous agissez avec cet état d'esprit de la sagesse et de la compassion du Bouddha, eh bien, normalement, vous devriez agir d'une façon juste, sans faire n'importe quoi. Voilà. Donc on disait ici, je vous remets l'écran, on disait ici, permet de montrer son respect pour les enseignements en aidant le temple à vivre, hein, c'est ça. Alors le temple ne vit clairement pas que de ça, parce que sinon ils auraient des problèmes, hein, s'ils vivaient que des pièces de 5 yens que les gens balancent dans la caisse. Voilà. Mais ça fait toujours un petit complément qui peut aider les temples. Les temples sont aussi payés pour les cérémonies, notamment les cérémonies mortuaires, ce genre de choses. Les moines aussi, des fois, quand ils vont donner quand ils vont faire des prêches à l'extérieur dans d'autres temples, ils vont être aussi payés. Voilà, différents éléments pour lesquels les moines touchent de l'argent, mais ça, c'est un des compléments. C'est un peu le pourboire des moines, hein, si vous voulez, hein, le pourboire des moines. Dans certaines branches, le fait de mettre de l'argent est aussi censé apporter de la chance. Pas dans le Jodo Shinshu, on aura l'occasion d'y revenir, le Jodo Shinshu ne croit pas en la chance. On ne croit pas qu'il y a des actes qui apportent de la chance dans ma branche. Tout ce qui est chance, divination, etc., c'est des choses auxquelles on ne croit pas particulièrement dans ma branche du bouddhisme, mais il y a des branches dans lesquelles c'est censé apporter de la chance. Voilà. Le montant n'a pas d'importance, c'est donc accessible à tout le monde. Un 5 yens, c'est actuellement l'équivalent de 5 centimes. Donc, et on dit souvent, vaut mieux mettre une pièce de 5 yens. Donc vous voyez que là, on est vraiment sur des sommes dérisoires. N'importe qui peut mettre sa pièce. Et... alors j'avais noté aspect mondain versus aspect spirituel. Je ne suis plus sûr exactement de ce que je voulais dire quand j'ai écrit ça, mais je pense que l'idée que je voulais mettre là en avant, c'était le fait que du coup, en pratiquant ce don, même si c'est des petits dons, eh bien on cultive un aspect plus spirituel, et le fait que vraiment, oui, c'était ça, je pense que je voulais dire aussi, c'est on ne fait pas des vœux dans un but mondain. On ne fait pas les vœux dans le but de dire ouais, moi c'est ce qu'on expliquait dans cette page, hein,
je mets une pièce et je dis ouais, j'ai trop envie d'être riche, je mets 5 yens, s'il vous plaît, aidez-moi à devenir riche. Donc, non, clairement, on n'est pas dans cette optique-là. On n'est pas dans une optique mondaine, on est dans une optique plus spirituelle où, eh bien là, on va demander vraiment bah, justement la paix dans le monde, on va espérer que les choses se passent bien pour les gens autour de nous, etc. Donc, on veut vraiment quelque chose de plus bénéfique et on va aussi s'en servir, comme on disait, pour exprimer sa gratitude. Voilà. Voilà, voilà. Il y a Gulli qui dit ce qui me tue dans Dragon Ball, c'est qu'ils aient jamais demandé la paix dans le monde, pas une seule fois, malgré dizaines de fois, ils ont réuni les 7 boules de cristal. Va chercher. Je pense que c'était un ressort scénaristique trop gros. Si jamais ils avaient demandé ça, tu fais fin, voilà, paix dans le monde, il y aura plus d'ennemis, il y aura plus de problèmes, fin. Terminado. Terminado le manga. Voilà en tout cas les quelques pages que j'avais envie de faire avec vous. Je vais ici me faire un petit marque-page pour me rappeler que je me suis arrêté là pour la prochaine fois qu'on regardera ça ensemble. Voilà, j'espère que c'était intéressant, que vous avez quand même appris des choses, que vous ressortez de là voilà, avec des nouvelles informations qui peuvent être intéressantes. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des commentaires pendant que moi je me mets un petit marque-page manuellement. Tac, voilà. Voilà. Je regarde, merci beaucoup. Bonsoir Sonia. Ah, Gulli, quand est-ce que le manga se transforme en shoujo? Bah, c'est une bonne question. En fait, si tu veux, Gulli, par rapport à ça. En fait, le manga se transforme en shoujo assez vite par rapport à là où j'en suis. C'est-à-dire qu'il y a quand même un petit fil rouge entre le fait que, notamment, le moine Jodo Shinshu, pardon, pas le moine Jodo, le moine Zen et Luli, pardon, le moine Zen et Luli, ils auraient un petit truc l'un pour l'autre. Après, ça met vraiment, comme dans tous les shoujo, hein, ça met du temps à se développer, d'autant plus qu'il y a quand même aussi le but de développer le message et les enseignements relatifs au bouddhisme qui va avec. Donc l'aspect romance avance lentement. Il y a aussi un moment, une histoire qui commence à se développer entre la sœur du moine Zen et le moine Jodo Shinshu. Au début, elle le prend pour un énorme touriste parce qu'elle a été éduquée dans un temple zen. Et après, finalement, elle se rend compte que c'est pas tant un touriste que ça. C'est juste qu'il donne l'aspect, comme souvent avec les moines Jodo Shinshu, il donne un peu cet aspect de un petit peu, voilà, un petit peu tranquillou, un petit peu, on suit pas trop les règles, on est pépouze. Voilà. Mais alors qu'en fait, c'est un vrai moine malgré tout, comme sont les moines Jodo Shinshu de toute façon, en fait. Donc ça se développe. Par contre, moi, justement, ce que je vais faire avec ce manga, c'est que plutôt, plutôt que justement d'éviter, enfin plutôt que de passer trop sur les aspects shoujo, parce que sinon je pourrais le détailler, moi mon but c'est surtout de vous parler de bouddhisme. Donc en fait, malheureusement pour vous, si vous voulez de la romance, j'ai continué à sélectionner les passages du manga et en fait bah, j'ai shooté tous les aspects relatifs à la romance qui servaient à faire avancer l'histoire mais qui n'avaient pas de rapport avec les enseignements bouddhistes. Du coup, voilà, je suis désolé. Il faudra faire sans l'aspect romance. Vraiment, j'ai fait ça la semaine dernière. À un moment, j'ai pris un peu de temps. J'ai scanné, j'ai pris les scans, justement, j'ai scanné les scans, j'ai scanné mentalement les scans que j'avais en anglais du manga pour essayer de continuer à identifier. Parce qu'en fait, tout le début du manga, et là, ce que je mets jusque-là, pour l'instant, c'est dans l'ordre. Pour l'instant, j'ai rien shooté. Mais assez vite, ça commence à partir sur l'aspect romance. Et de temps en temps, il y a quelques planches qui sont plus relatives au bouddhisme. Donc, ben, c'est celle-là que, malheureusement pour vous, c'est celle-là que j'ai sélectionnée parce qu'il faut que j'ai de la matière à parler bouddhisme. Sinon, aussi, moi, ça fait beaucoup de travail juste de traduire le manga si ça n'a pas de réel intérêt par rapport aux enseignements. Voilà. Désolé. Et je vois ouais, Sonia qui dit besoin d'apaisement, beaucoup de tensions et de complications dans la vie. Ben, courage à toi, je suis désolé d'apprendre ça. J'espère que ça va se résoudre et que ça ira mieux de ton côté. Bah écoutez, est-ce que vous avez des questions avant qu'on finisse tout ça? Est-ce que vous avez quelques questions, quelque chose que vous aimeriez discuter avant qu'on s'arrête ici pour aujourd'hui? Et donc, hein, j'en profite pour rappeler, la semaine prochaine, cette semaine et le début de semaine prochaine, je serai en vacances. Donc là, je vais être en vacances
toute la semaine à partir de demain et lundi aussi de la semaine prochaine. Donc le prochain live en fait aura lieu mercredi. En temps normal, s'il y a des personnes nouvelles sur la chaîne, je fais des lives les lundi matin, mercredi matin et vendredi matin à 8h30. Et de façon un peu plus exceptionnelle, dans le cadre de la formation Objectif Japon, je fais ces lives sur le bouddhisme en manga ou sur d'autres sujets bouddhisme. En général, je le fais une fois par mois. Là, dernièrement, je l'ai fait toutes les 2 semaines, mais je vais repartir sur un rythme d'une fois par mois. Et voilà, donc sinon, c'est effectivement tous les lundis, mercredis et vendredis à 8h30, sauf, ben voilà, comme là, cette semaine où je suis en vacances, à partir de demain. Mais voilà. Bah écoutez, s'il n'y a pas de questions, je vois effectivement la romance, on fera la romance avec Sophie, ça va. Peut-être. S'il n'y a pas de questions, bah, je vous propose de terminer ce live par une petite session de méditation, comme d'habitude. Merci à tous pour vos souhaits de bonnes vacances, hein, très sympathiques. Ils annoncent beaucoup de pluie là où je vais, mais on va voir. Donc, petite session de méditation. Donc, je vous propose de terminer par la méditation et je vais vous laisser choisir entre 2 formes de méditation. La première, c'est une méditation qui est une méditation simple sur le souffle. Les 2 vont durer 1/4 d'heure. On va faire une méditation d'1/4 d'heure, hein, vous choisirez entre les 2. Donc, méditation simple sur le souffle, vous allez vous asseoir droit, dans une position qui est confortable, hein, ça peut être sur un coussin, sur une chaise. Si vous n'êtes vraiment pas bien assis, vous pouvez aussi vous mettre allongé. Mais idéalement, mettez-vous assis, ça évite de vous endormir. Les yeux mi-clos, et vous allez inspirer, expirer par le nez. À chaque cycle d'inspiration-expiration, vous allez compter 1 pour le premier, 2 pour le deuxième. Le but, c'est d'observer votre souffle au niveau du bout du nez quand il sort et quand il rentre. Vous observez votre souffle dans le bout du nez. Le but, c'est de cultiver le fait que vous puissiez focaliser votre attention sur un seul point, qui est ici le souffle. Quand votre esprit part sur autre chose et que vous posez des questions existentielles de lequel des 3 moines est le plus beau gosse, par exemple, une bonne question existentielle, lequel de ces 3 moines est le plus beau gosse? Eh bien, le moine Jodo Shinshu, bien entendu, est la réponse qu'il faut donner. Quand vous posez ces questions, quand votre esprit part dans la stratosphère, ramenez-le sur le souffle. C'est normal qu'il parte, c'est ce que fait l'esprit, hein, il part dans tous les sens. Ramenez-le sur le souffle et recommencez à compter à partir de 1 sans vous juger. Ça, c'est la première forme. La deuxième forme de méditation, c'est une méditation plus orientée de Jodo Shinshu, où là, ce que je vous propose, c'est de, justement, vous installer dans la même position, calmement, et de vous laisser imprégner par la compassion et la sagesse du Bouddha Amida. Donc imaginez que vous êtes entouré par la lumière de ce Bouddha, qui va commencer par vous entourer vous, mais qui ne va pas vous entourer que vous, elle va entourer aussi toutes les personnes tout autour de vous, tous les êtres, même les choses inanimées, tous les éléments sont entourés par la sagesse de ce Bouddha, par sa compassion, qui a fait pour vœu, ce Bouddha qui a fait pour vœu de libérer tous les êtres de la souffrance. Donc essayez de ressentir physiquement ce que ça vous fait. Comment est-ce que vous le ressentez? Et on va faire ça du coup pendant un petit quart d'heure. Et salut Buddhist Priest Place qui vient aussi, qui est une non-Jodo Shinshu qui est au Canada et qui stream aussi. Salut, salut. Hello. Et j'avais une question, je vois, avant de juste enchaîner avec la méditation, je vois quelqu'un qui dit, alors attends, c'était où? Sonia qui dit, je voulais savoir si c'est possible de devenir bouddhiste sans passer par un temple obligatoirement ou pas. Oui, tout à fait. Alors, si vous voulez, dans le bouddhisme, on a des branches qui vont vous donner des sortes de baptêmes. Mais c'est aucunement une obligation. Par exemple, dans ma branche, dans le Jodo Shinshu, et dans la plupart des branches du bouddhisme japonais, on a un truc qui s'appelle le Kikyoshiki. Kikyoshiki, c'est une cérémonie dans laquelle on va officiellement devenir bouddhiste en étant affilié à une école. Donc, par exemple, moi, j'ai passé mon Kikyoshiki dans la branche Otaniha, la branche Otani. Donc, via cet acte de Kikyoshiki, j'ai décidé, ça montre que, je suis bouddhiste, mais que je suis un bouddhiste affilié à cette branche-là, vraiment officiellement. J'ai un papier avec un nom qui dit, voilà, en fait, j'ai reçu un petit pack de Kikyoshiki, hein. J'ai mon nom qui a été enregistré dans le temple, j'ai mon petit pack de Kikyoshiki avec un petit kessa comme ça, mais en petit. J'ai mon nom de bouddhiste, etc., etc. Attendez, je vais vous montrer ça vite fait. Je vous montre le pack de Kikyoshiki. J'ai reçu un petit wagesa. Donc en fait, c'est la même chose que ça, mais pour les laïcs, pour ceux qui ne sont pas moi. Donc c'est en version plus petit, vous voyez, c'est tout petit. J'ai reçu ça. J'ai reçu un petit livre d'explication. Et surtout, j'ai reçu, à l'époque, mon nom bouddhiste,
du coup, là, ça veut dire le nom bouddhiste, enfin bouddhiste non, shaku, shinshi. Donc ça, c'est mon nom bouddhiste. Donc ça, c'est le petit papier qu'on reçoit quand on fait ce baptême avec voilà le starter pack, le starter pack pour devenir un moine bouddhiste. Et là, vous voyez il y a mon nom ici hein, qui est marqué Thomas Gregory Roran Aran, qui est mon full name, mon full blaze en japonais. Voilà. Donc là, c'est le starter pack quand vous faites le Kikyoshiki. C'est donc ce baptême. Le Kikyoshiki, comme j'ai dit, le seul réel intérêt du Kikyoshiki, si vous voulez, c'est pour les personnes qui ont vraiment envie d'être affiliées à une école bouddhiste spécifique, à une branche. D'ailleurs, là, en fait, le Kikyoshiki, c'est lié à une branche spécifique. Ça, c'est donc les éléments du starter pack. D'ailleurs, il y a marqué, hein, il y a marqué le Higashi Onganji, donc, qui est le temple Higashi Onganji, hein, qui est le temple mère de ma branche. Donc ça, voilà, c'est quand on veut vraiment être affilié à une branche. En réalité, si vous voulez vous définir comme bouddhiste, il y a en fait un seul acte qui est nécessaire, historiquement, réellement. Cet acte, il consiste à prendre refuge dans ce qu'on appelle les trois joyaux. Les trois joyaux, c'est tout simplement le Dharma, le Bouddha, la Shanga. En fait, en réalité, plutôt, on dit souvent le Bouddha, Dharma, Shanga. C'est-à-dire, je prends refuge dans le Bouddha, c'est-à-dire que je décide du fait que j'ai envie de suivre les enseignements du Bouddha, j'ai envie de guider ma vie via les enseignements du Bouddha. Je prends refuge dans le Dharma, donc le Bouddha, c'est l'enseignant. Le Dharma, c'est ses enseignements. Donc le Dharma, hein, c'est les sutras, les textes, les enseignements, etc. Je prends refuge dans ces enseignements. Et je prends refuge dans la Sangha. La Sangha, c'est la communauté des moines. Et des laïcs, hein, mais la communauté bouddhiste. Donc je prends refuge dans le Bouddha, je prends refuge dans ses enseignements, je prends refuge dans la communauté. Quand vous acceptez ces trois éléments-là, alors vous pouvez vous définir tel quel comme bouddhiste. Vous n'avez pas besoin d'une cérémonie par-dessus ça pour vous définir comme étant des bouddhistes. C'est exactement ce que disait Gullier. Il dit, il me semble qu'il n'y a pas de baptême ou de rituel comme dans les autres religions, donc tu peux devenir bouddhiste sans que quelqu'un ait besoin de faire de toi un bouddhiste. Exactement. Un bouddhiste, en fait, c'est simplement une personne qui, de son plein gré, a décidé de suivre le Bouddha, ses enseignements, et la communauté qui va avec, qui est du coup garante des enseignements aussi, d'une certaine façon. Donc voilà, et après, si vous voulez devenir affilié à une école, eh bien là, il faut vous passer du coup ce fameux Kikyoshiki. Et dans le Kikyoshiki, hein, qui est une cérémonie assez marrante, il y a une étape de faux rasage de crâne, où en fait la personne qui officie va vous poser un petit rasoir sur la tête en signe de entrer dans la communauté bouddhiste. Voilà, et je vais juste vous partager ça, puis après on pourra passer sur la méditation. J'avais écrit à l'époque un article où je parlais justement de la cérémonie Kikyoshiki que j'ai fait en 2018. Et pourtant, vous voyez, moi j'étais bouddhiste, enfin, je me désignais comme bouddhiste bien avant ça, hein, largement avant ça. Hein. Je crois que j'ai commencé à vraiment me définir comme bouddhiste, je pense aux alentours de 2013, peut-être 2013-14. Et j'ai eu mon Kikyoshiki en 2018, donc ça faisait quand même déjà pas mal d'années. Mais c'est juste que moi, comme en fait c'est les enseignants, notamment Kiyozawa Manshi qui est derrière, et son disciple Soga Ryojin, Yasuda Rijin, en fait vraiment les disciples de Kiyozawa Manshi, de cet enseignant-là, c'est grâce à cet enseignant et à ces textes-là que j'ai eu envie de devenir vraiment un moine Jodo Shinshu. Et donc, en hommage à eux, j'ai eu envie de passer mon Kikyoshiki dans la même branche que mes sensei, hein, que les personnes qui m'ont inspiré. J'ai eu envie, en hommage à eux, de faire ça. Et donc ensuite, quand je suis devenu moine, j'ai également choisi cette branche-là. Donc voilà, c'est un choix personnel, mais c'est aucunement une obligation. Je vous partage ça ici. Kikyoshiki. Hop. Voilà. Je vais les partager ici. Tac. Voilà, je regarde juste. Oui, Dagdag qui dit j'espère avoir droit au Kikyoshiki cette année. On essaye d'en discuter aussi parce qu'en fait, moi, je n'ai malheureusement pas les autorisations actuelles, hein, étant moine de niveau 1. Je n'ai pas les autorisations pour conduire des cérémonies de Kikyoshiki. Par contre, mes sensei aux États-Unis, eux, ils en ont la possibilité. Donc, Dagdag, qui s'investit beaucoup dans le Jodo Shinshu en ce moment, il y a des discussions pour voir comment est-ce qu'on pourrait justement lui faire passer ce Kikyoshiki. Moi, j'avais vraiment galéré pour le faire. Il a fallu vraiment que ce soit mon sensei à Kyoto
qui pousse pour que je puisse avoir ce Kikyoshiki. Donc le professeur qui est à l'université d'Otani, Michael Conway, il a fallu qu'il pousse pour que je puisse avoir le Kikyoshiki. Et déjà là, c'était un peu bizarre parce que genre, c'est quoi ce mec? Il est pas moi. C'est quoi ce mec là, moi, qui n'est pas affilié à un temple? Il sort de toutes les cases. Il est pas japonais. C'est chelou et tout. Il y a zéro temple dans son pays. Enfin, qu'est-ce qui se passe quoi? D'où il sort ce touriste? Et du coup, bah, c'est lui qui a poussé pour que je puisse avoir le Kikyoshiki. Et c'était la première étape avant que derrière je puisse être ordonné. Parce qu'en général, bah, l'étape c'est un Kikyoshiki. C'est-à-dire deux, ça montre que déjà tu deviens affilié à cette branche du bouddhisme. Ensuite, bah, du coup, Tokudo pour devenir moine. Et ensuite, Kyoshi que je n'ai pas encore. Ouais. Voilà. Ah, c'est marrant ce que dit Dagdag. Il dit, on m'a déjà dit, tu peux méditer avec régularité jusqu'à ce que tu rêves du Bouddha. Si tu en rêves, c'est que tu es prêt à prendre refuge même seul. C'est aussi quelque chose qui se disait à une époque par rapport aux moines, dans le sens où, avant, pour devenir moine, il fallait que tu sois ordonné par des moines. Et en fait, ça posait des fois problème, les plateformes d'ordination pour devenir moine, dans les pays où justement le bouddhisme venait de s'implanter. Parce que ben, des fois, il n'y avait juste pas de moines. Je crois qu'il fallait que ce soit des moines qui aient une certaine expérience dans la communauté, un certain nombre d'années. Et en fait, ben, des fois, il y avait pas de moines qui avaient ce niveau-là, qui étaient dispo tout le temps, en fait. Parce que les mecs, ils venaient en tant que missionnaires et après, ils repartaient. Et donc, il y avait des fois, il y a eu des discussions comme ça sur est-ce qu'une personne peut s'auto-ordonner. Et je crois qu'il y a justement des histoires comme ça par rapport au fait de rêver du Bouddha, des trucs un peu spécifiques comme ça. Ouais, ouais ça m'étonne pas, ça m'étonne pas. Ouais, voilà, du coup, c'était intéressant. Merci pour cette question en tout cas.